Fond de Latte. Qui a tué Jennifer Sharon en 2007 près de Royan? Dans cette affaire, les gendarmes ont beaucoup de chance. Ils isolent 2 ADN masculins sur la scène de crime. Et ils les identifient. 2 types qui en plus ont le profil et qui s'emberlificotent dans leurs explications. Mais cette enquête, voyez-vous, va se heurter à un problème de lessive. Oui, de lessive. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Un dimanche d'avril 2007, un ramasseur de champignons s'en va taquiner la morille dans le bois de la Chèvre, près de Royan, en Charente-Maritime. L'accueil était bonne, le panier se remplit, le gars avait déjà de l'omelette qu'il se fera à midi, quand soudain, dans une clairière, il tombe sur le cadavre calciné d'une jeune femme. Elle est couchée sur le ventre, sa tête et tout le haut de son corps sont brûlés, et elle a les mains liées dans le dos avec un chemisier qui est sans doute le sien. Le gars lève la tête. Le feu a dû être sacrément intense. Au-dessus, les feuilles des arbres sont cramées. Bon, le type a compris qu'il n'y aura pas d'omelette à midi, car le voilà témoin d'un meurtre. Les gendarmes, quand ils arrivent, commencent à collecter les indices autour du cadavre. Ils trouvent d'abord un sac calciné. Regardons s'il y a des papiers dedans. Il a dû y en avoir, mais c'est un tas de sang. Les gendarmes identifient aussi ce qui est sans doute l'arme du crime, des pierres couvertes de sang. Et ça là, viens. Ça là, regarde. Une trace de pas, une belle trace de pas dans la boue sur le chemin. On va demander au gars du labo de faire une empreinte. Bon, en attendant, on va baliser l'endroit. Faut éviter que quelqu'un marche dessus. La suite se passe à l'hôpital, dans le bloc carrelé du médecin légiste. Selon lui, la gamine a entre 16 et 20 ans. De quoi est-elle morte? Il attaque la découpe du crâne et il a immédiatement la réponse. Fracture du crâne. Et pas qu'un peu, regardez. Elle va d'une tempe à l'autre. Pour faire un truc pareil, il a fallu une force assez bestiale. En tout cas, c'est de ça qu'elle est morte, de coups portés sur la tête. Ok, ça colle, docteur, avec les pierres pleines de sang qu'on a retrouvées sur place. Je ne sais pas si vous réalisez. Le crâne est la partie la plus solide du corps. Un crâne humain est plus résistant et plus solide que du béton et de l'acier. Sur le haut, le crâne d'une femme est épais de 7 mm. Pour fracturer un crâne d'un côté à l'autre, il a fallu, comme le dit le légiste, frapper comme une bête enragée. Dites, docteur, quand on a mis le feu au cadavre, elle était déjà morte. Affirmatif. On ne trouve aucune suie dans les poumons. En revanche, elle a été ligotée avec son chemisier vivante. Vous voyez ici, les doigts sont gonflés et c'est très caractéristique. Elle a été violée, je suppose? Pas du tout. Aucune trace. Aucune trace ni aucune lésion au niveau des organes sexuels. Et vous êtes en mesure de nous dire quand elle a été tuée? Oui. Avec quasi certitude, dans la nuit de vendredi à samedi. Et on a retrouvé son corps le dimanche. La bonne nouvelle dans cette enquête, c'est que les techniciens du labo ont isolé 3 traces ADN. On en a une sur l'étiquette du sac, et puis on retrouve donc la même sur le chemisier qui a servi à lui lier les mains. Et on a dégagé un deuxième ADN d'une tache de sperme sur son jean. Une tache de sperme, vous dites? Vous êtes sûr de ça? Ouais, pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'a pas été violée. On a donc 2 ADN différents, ce qui soulève beaucoup d'espoir, bien sûr, pourvu que ces ADN figurent au fichier des empreintes génétiques. Malheureusement, chou blanc, les tueurs de la jeune femme ne sont pas répertoriés. Quant à la trace de pas, c'est une basket Nike de taille 43, un modèle assez courant.
Maintenant, il faut que je vous dise, le bois de la chèvre, c'est un lupanar en pleine nature. Tout le monde sait ça dans la région. Des hommes et des femmes viennent là le soir se donner du plaisir à l'ombre de la forêt. Du coup, est-ce qu'on n'a pas affaire à une partie de jambes en l'air qui a mal tourné? Ou alors à une prostituée? C'est une piste. On verra bien. Dans l'immédiat, il faut lui coller un nom à cette jeune fille. Brune, jeune et petite, elle mesure 1,52 m. Tu regardes dans le fichier des personnes disparues, hein? D'abord dans la région, et puis on élargit au-delà. Aucune disparue ne colle avec notre cadavre. C'est le témoignage d'un couple de croyants qui permet de donner un nom au cadavre du bois de la chèvre. On a une petite locataire à qui on loue une chambre chez nous. Je me dis que ça pourrait être elle parce que on n'a pas de nouvelles depuis vendredi soir. Alors justement, au début, ça nous a pas trop inquiétés parce qu'elle est jeune, elle aime bien sortir. Mais là, tout de même, à quoi elle ressemble, cette jeune fille? Physiquement, je veux dire. Une petite, brune. Et elle s'appelle comment, votre locataire? Jennifer. Jennifer Charon. Au même moment, le patron d'un restaurant du front de mer signale à la gendarmerie qu'une de ses serveuses n'a pas pris son service le samedi. Vous pouvez me donner son nom et peut-être son âge? Oui, absolument. Jennifer Charon. Elle a 21 ans. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur, des vêtements qu'elle portait la veille, c'est-à-dire le vendredi soir? C'est pas évident, hein. Peut-être un jean et un blouson. Mais je suis pas sûr à 100%. Hein. Les gendarmes vont fouiller la chambre de Jennifer. Et à ce moment-là, débarque un type. Il dit s'appeler Samy. Moi, je venais aux nouvelles, quoi. C'est pour savoir ce qui se passait. Il y a un problème avec Jennifer? Vous êtes qui, vous? Je vais dire par rapport à elle. Je suis son ex. Mais on était restés en lien. Entendu. Bon, là, monsieur, on n'a pas trop de temps. Hein. Je vais prendre vos coordonnées. Hein, et on se voit plus tard. D'accord? En attendant, c'est confirmé grâce à l'ADN et aux empreintes digitales. La morte du bois de la chèvre est bien Jennifer Charon. Une petite brune aux yeux clairs, assez jolie, avec de faux airs d'Emmanuel Béard. Les gendarmes se lancent dans la reconstitution de son emploi du temps. Bon, voilà où j'en suis. Elle a quitté le restaurant où elle travaille le vendredi soir à 23h. Ensuite, elle s'est arrêtée quelques minutes dans un bistrot. Des copains à elle lui proposent un verre à boire. Elle refuse. Elle dit qu'elle commence tôt le lendemain matin. Pour la suite, on se base sur le relevé des déplacements de son téléphone portable. Elle prend le chemin qu'elle prend habituellement pour entrer dans sa location, c'est-à-dire le front de mer. Et c'est à ce moment-là, quand elle est en train de marcher au bord de la mer, qu'elle reçoit un coup de fil à 23h37. On a identifié qui l'a appelé? Malheureusement, non. Le coup de fil provient d'une cabine. Alors après minuit, là il y a un problème, parce que son téléphone accroche un relais à Saint-Palais-sur-Mer. C'est donc, quoi, un 7 km de Royan. Et ça n'est absolument pas la route pour rentrer chez elle. D'autant plus que juste après, elle accroche le relais de l'hippodrome des Maths. Et là, on est à au moins 20 km. Elle y est allée toujours à pied? Ah ben non, forcément, elle n'a pas pu. Elle était en voiture, c'est sûr. Mais elle n'a pas de voiture. Et après, son téléphone cesse d'émettre. Ok. Bon, on va se concentrer sur les gens qu'elle fréquentait. Pour tenter de savoir qui elle a pu croiser cette nuit-là, en acceptant de monter dans sa voiture. À partir de là, on entre dans une enquête plus classique. Les gendarmes commencent par interroger les parents de Jennifer. Mais nous, on savait rien de sa vie. À Royan, vous savez. C'était une fille très indépendante, Jennifer. Ok. Alors passons à ses amis, à ses copains,
Ceux qu'elle fréquentait depuis qu'elle est arrivée à Royan. Et notamment ses ses rencontres d'un soir, parce que d'après ce qui se dit, c'était une femme libérée, Jennifer, qui profitait bien de la vie. Qu'est-ce que t'en penses? Si on commençait par le gars qu'on a vu l'autre jour chez elle. J'ai ses coordonnées par là. Les voilà, Samir. En vérité, il ne s'appelle pas du tout Samir, il s'appelle Abdelaziz. Samir, c'est son surnom. Il est beaucoup plus âgé que Jennifer. 37 ans, c'est-à-dire 16 ans de plus. Vous êtes sorti avec elle, d'après ce que vous nous avez dit l'autre jour. Oui, c'est ça. Ouais, mais il y a quelques mois. Ça a duré longtemps. Oh non, non. Bon, je dirais un mois et demi, pas plus. On s'est séparés mi-avril. Et vous continuez à la voir? Oui, oui, on était restés amis. Le problème avec ce Samir, c'est que quand on passe son nom au fichier, ça fait ding. Il est connu des services de police, comme on dit. C'est pas Al Capone non plus, hein. Il ne travaille pas et il vit de petites magouilles et de petits trafics. Et en plus, ça ne l'a pas beaucoup enrichi parce que chez lui, il n'a ni l'eau ni l'électricité. On lui a tout coupé pour impayé. Dites-moi, jeune homme, comment est-ce que vous expliquez votre présence chez elle l'autre jour, là, au moment où on menait notre perquisition? C'est-à-dire, j'avais vu un reportage à France 3, et quand ils ont dit que c'était elle, je suis venu tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous pratiquions sur vous un prélèvement ADN, monsieur? Oh oui, oui. Pas de problème. On Delattre raconte la suite du récit. Le résultat des comparaisons ADN tombe 2 jours plus tard. Et là, pour le coup, Samir se retrouve en garde à vue. Bien, monsieur. Je vous informe des raisons de votre placement en garde à vue. Votre ADN correspond à une trace de sperme retrouvée sur le pantalon de mademoiselle Charon. Est-ce que vous avez une explication? Il a l'air surpris. Et il trouve une explication assez branlante. Ah ouais, moi je crois savoir d'où ça vient, cette tache de sperme, là. Jennifer, je l'ai vue 10 jours avant sa mort. Dans une fête. Disons qu'on s'est un peu frotté l'un à l'autre, quoi. On n'a pas couché ensemble. Mais c'est à ce moment-là, je crois que j'ai dû laisser une trace sur son pantalon. Ah oui, émotif le garçon. Un petit frotti-frotta et splatch. Le problème, c'est que les gendarmes appellent ça logeuse, qui n'était pas censée laver le linge de Jennifer. Mais elle le faisait de temps en temps. Et elle se souvient parfaitement avoir passé le jean de Jennifer à la machine le lundi qui précède sa mort. Donc Samir ment. Son frotti-frotta avec Jennifer 10 jours avant ne peut pas expliquer la présence de son sperme sur le jean. Dites-moi, monsieur, vous pourriez me donner votre emploi du temps détaillé, le vendredi soir? Oui, j'étais chez Rachid, un copain. J'y suis resté toute la soirée. Allons vérifier auprès du copain Rachid. Oui, il était avec moi, c'est vrai. Vendredi soir. Mais je suis pas sûr qu'il soit resté toute la soirée. Je crois qu'à un moment, il est parti. C'est pas ce qu'il dit. Ouais, je sais, ouais. Il m'a appelé l'autre jour pour me demander de vous dire qu'il était resté chez moi toute la soirée. Avec des copains comme ça, il n'a pas besoin d'ennemis, Samir. Voyons comment il se dépatouille avec tout ça. Moi, je me souviens pas, j'étais complètement pété ce soir-là, j'avais bu, j'avais fumé du touchy, je sais plus trop, quoi. Je sais qu'à un moment, je suis allé prendre un bain chez un ami dans la soirée. C'est peut-être ça qu'il veut dire quand il dit Rachid que je suis parti et qu'il m'a vu partir. Un bain chez un ami en pleine soirée. C'est vrai qu'il n'a pas l'eau courante chez lui. Quoi qu'il en soit, les gendarmes sont maintenant convaincus qu'Abdelaziz, alias Samir, est mêlé à la mort de Jennifer. D'autant qu'on a retrouvé chez lui une paire de Nike taille 43 qui colle parfaitement avec l'empreinte sur la scène de crime. Mais c'est trop tôt pour le mettre en examen.
Alors il le laisse repartir avant la fin de sa garde à vue, tout en gardant un œil sur lui. À part ça, ils étaient deux, puisqu'il y a 2 ADN. Alors l'autre, qui est-ce? C'est peut-être un délinquant sexuel de la région. Et donc les gendarmes dressent une liste. Dans le coin, ils sont 15. Et ils en repèrent un qui s'appelle José. Bon, le type a 42 ans. Il est marié, père de famille. Écoutez bien son parcours. Novembre 1990, région parisienne. Il viole une jeune femme sous la menace d'une arme. Il la drogue et il tente de la tuer en mettant le feu à son appartement. La jeune femme survit et lui est condamné par la cour d'assises de Paris à 20 ans de prison. Il en sort au bout de 13 ans et il s'installe, je vous le donne en mille, près de Royan. Et je vous passe l'expertise psychiatrique, qui pointe un risque de récidive. Ok. Donc on commence par chercher un maximum d'infos sur ce gars-là. Par exemple, les déplacements de son téléphone portable la nuit du crime. Il était dehors toute la nuit, et ses déplacements recoupent en partie ceux de Jennifer. Du coup, le voilà en garde à vue. De quoi vous me parlez, là? Moi, je la connais pas, cette fille. Entendu, monsieur, entendu. Alors maintenant, je vais vous présenter des photos. Est-ce que parmi ces hommes, il y en a un que vous connaissez? Voyons voir. Ben non. Il y a une photo de Samir dans le lot, bien sûr. Donc, il prétend ne pas le connaître. Et Jennifer non plus. Le problème, mon cher José, c'est que dans le bureau d'à côté, et ça vous ne le savez pas, il y a un de vos copains qui raconte des choses bien intéressantes à votre sujet. Vous étiez ensemble avec votre ami José le vendredi 27 après-midi? Ouais. Ouais, on était ensemble. Et qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? On a joué à un jeu à la con. On a vu cette fille-là, Jennifer, et on a fait une sorte de pari, José et moi. Je parie qu'elle me file son numéro en 5 minutes. Et alors? Alors José a gagné. Elle lui a filé son 06. Et du coup, il l'a rappelé pour l'avoir le soir même. Donc José la connaissait, Jennifer, contrairement à ce qu'il raconte. Et il l'a vue le jour de sa mort. Retour dans le bureau où il est interrogé dans le cadre de sa garde à vue. Bon, d'accord, je l'ai vu l'après-midi. Mais je l'ai pas revu après, je vous jure. On voudrait vous croire, José. Mais est-ce que vous savez que votre compagne, elle aussi, est dans le bureau d'à côté? Elle est sacrément bavarde, votre copine. Il était avec vous, mademoiselle, votre compagnon José, dans la nuit du vendredi au samedi? C'est-à-dire non. Non. Il est rentré à la maison que le matin. Et vous l'avez trouvé comment quand il est rentré? Franchement, fatigué, sacrément fatigué. C'est tout. Il avait aussi des taches de sang sur les mains et sur ses fringues. Bien. Autre chose? Il m'a demandé de bien nettoyer la voiture, surtout le coffre, il m'a dit. Mais le sang, il vous a donné une explication? Oui. Il m'a dit que son copain Momo s'était blessé pendant un cambriolage. Il a bon dos, Momo, s'il existe. À part ça, il y a du nouveau, et ça ne va pas arranger les affaires de José. La deuxième empreinte ADN, celle qu'on a retrouvée sur l'étiquette du sac et sur le chemisier de Jennifer, eh bien c'est la sienne. Sacré José, il est dans le coup, lui aussi. Il file donc au palais de justice dans le même panier à salade que Samir. Et j'en profite au passage pour vous donner leur nom à tous les deux. José Mendes et Abdelaziz alias Samir Seridi. Au palais de justice, le juge d'instruction les reçoit chacun leur tour, dans son cabinet. José d'abord. Bien. Je vous confirme mon intention de vous mettre en examen pour le meurtre de mademoiselle Charon et de demander votre placement en détention provisoire. Est-ce que vous avez quelque chose à me déclarer, monsieur? Ah oui.
Oui, j'ai dit que je connaissais pas Samir. C'est pas vrai, je le connais. Je le connais parce que c'est mon dealer. Mais rien de plus. Et mon ADN sur le sac de la dame, et aussi, on m'a dit sur son chemisier, eh ben, je vais vous expliquer. Il explique qu'un soir, il est allé avec Samir fumer un pétard sur la plage. Que Jennifer était là, et qu'à un moment, il lui a touché le bras, et que c'est pour ça qu'on retrouve son ADN sur son chemisier. Et pour mon ADN sur son sac, eh ben c'est pareil, hein. J'avais pas de mouchoir. Et Jennifer, elle m'a dit, ben prends-en un dans mon sac. Et c'est là que j'ai dû laisser mon ADN dessus, hein. Et maintenant, c'est au tour de Samir de comparaître devant le juge d'instruction. Toujours droit dans ses bottes. Moi, je le connais pas, ce José Mendes. Et mon sperme sur le jean de Jennifer. Bah, c'est comme je l'ai dit. Hein. C'est quand je me suis frotté à l'aise, c'est parti tout seul. Mais c'était 10 jours avant. Moi, j'y suis pour rien, moi, dans ce crime. Bref, on n'a pas beaucoup avancé. Néanmoins, tous les deux sont mis en examen pour meurtre, et ils filent en cabane. Dans les jours qui suivent, les avocats de Samir font alors une remarque judicieuse. Est-ce qu'on a vérifié, monsieur le juge ? Si une tache de sperme peut survivre à un lavage. Vous comprenez pourquoi je vous demande ça, monsieur le juge ? Parce que si le sperme ne part pas totalement au lavage, alors mon client Samir, il ment pas. Et je vous demanderai de le libérer. C'est une bonne question, maître. Mais je ne m'oppose pas à votre requête. Je vais ordonner une expertise. Avant de formuler votre demande de remise en liberté, attendez quand même le résultat, maître. Et c'est parti pour l'expertise. L'expert prend 2 jeans du même type que celui de Jennifer. Il fait un dessin dessus, une tache de sperme sur chacun des 2 jeans. Mais pas n'importe quel sperme, celui de Samir. Il a accepté un passage aux toilettes pour faire un prélèvement. L'expert va ensuite chez la logeuse de Jennifer et il place les 2 jeans dans la machine qui a servi à laver le pantalon de Jennifer. Même programme, même température et même lessive. La machine fait son travail, lavage, rinçage et essorage. Les 2 jeans sont ensuite mis à sécher et à la fin, l'expert rend son verdict. J'avoue que je suis moi-même très étonné. Mais bon, malgré le lavage, il subsiste des traces de sperme sur les 2 pantalons. Ça alors, moi aussi j'en reviens pas. Samir a donc un sperme waterproof. Et donc il n'a peut-être pas menti. La tache vient peut-être de son frotti-frotta 10 jours plus tôt. Et comme c'était la seule preuve que le juge avait contre lui, le voilà contraint de rendre une ordonnance de non-lieu. Samir est libre. Mieux, il est blanchi. Le pataquès que ça fait. Le procureur est furieux. Mais enfin, ce non-lieu est complètement fou, enfin. Il n'y a pas que de l'ADN qui relie ce garçon au meurtre de Mademoiselle Charon. Et donc, le proc fait appel de la décision de non-lieu. Et il obtient gain de cause devant la chambre de l'instruction. Retour de Samir dans la boucle. Il reste mis en examen. Et mieux que ça, il est renvoyé devant la cour d'assises avec José Mendes. Le procès est programmé pour décembre 2012. Mais 3 mois avant l'ouverture de la session d'assises, badaboum. Nous avons retrouvé M. Mendes, José, mort dans sa cellule. Ah bon ? Il s'est suicidé ? Pas du tout. Infarctus du myocarde. Bon ben, il va falloir juger Samir tout seul. Sera-t-il sauvé par son sperme waterproof ? À voir. Le procès
s'ouvre le 12 décembre 2011 devant la cour d'assises de Charente-Maritime à Saintes. Tout va se jouer sur cette tache de sperme retrouvée sur le jean de Jennifer. Pour les avocats de Samir, c'est du billard. Jour après jour, ils instillent le doute dans la tête des jurés. Nous redisons, encore aujourd'hui, compte tenu de l'expertise réalisée et du compte-rendu qui vient de nous être fait, que Monsieur Seridi n'était pas sur la scène de crime. Et qu'ici, dans cette salle, nul n'est en mesure de l'affirmer. Et là, je voudrais vous relire le serment des jurés d'assises, tel qu'il est lu à chaque procès. Vous jurez et promettez de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Le doute doit profiter à l'accusé. Et c'est un boulevard pour les avocats de la défense. D'autant qu'à un moment, le juge d'instruction est appelé à la barre et qu'il est très honnête. Dans la droite ligne de mon ordonnance de non-lieu, que je ne regrette pas, même si elle a été infirmée par la Chambre de l'instruction, je veux dire ici que je n'ai aucune certitude sur la participation de M. Seridi au meurtre de Mademoiselle Charles. Et mieux que ça, je dis que depuis la mort de José Mendes, ce dossier ne tient pas. C'est très très rare ça. Un juge qui vient dire que son dossier ne tient pas. Alors l'avocat général a beau réclamer 20 ans de réclusion criminelle, Samir est acquitté. Acquitté. Et l'avocat général ne fait pas appel. L'acquittement est définitif. Et les parents de Jennifer ne connaîtront jamais ni les circonstances, ni l'identité du ou des assassins de leur fille. Jamais. Mettez-vous 2 secondes à leur place. C'est terrible. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Maître Charles-Emmanuel Andro, du barreau de La Rochelle, vous étiez dans cette affaire l'avocat du papa de Jennifer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre client encaisse cet acquittement? Mais peut-être s'y attendait-il. Il ne s'y attendait pas. Encaisser est vraiment le terme adapté, puisque ça a été véritablement un séisme pour M. Didier Charon d'apprendre ce verdict d'acquittement. Ça a été quelque chose d'effroyable. Un monde s'est arrêté, puisque dans son fort intérieur, il est intimement convaincu de la culpabilité de Seridi. Et de José Mendes? Ce José Mendes, il n'y a pas d'ambiguïté. Effectivement, son décès en détention met fin à toute action publique et à toute poursuite pénale, mais l'intime conviction d'un juré aurait été incontestablement de prononcer sa culpabilité. Vous en êtes sûr? Absolument certain. Mais si Mendes est libre, ça ne veut pas forcément dire que Seridi est coupable? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est vrai que ce qui était extrêmement gênant chez M. Seridi, chez Abdelaziz, c'était en réalité l'incohérence dans ses déclarations. On a été à chaque fois confronté à des versions nouvelles dès lors qu'il était donc interrogé. On n'avait aucune constance dans ses déclarations, et puis on a quand même quelqu'un qui a affirmé à la barre et qui a affirmé dans les procès-verbaux qu'on lui a demandé de construire de toutes pièces un alibi. Ouais. C'est un élément extrêmement... C'est le copain, là. Hein, c'est le copain. Exactement. Qui dit il était avec moi à la soirée, puis qui finit par dire c'est lui qui m'a demandé de le dire, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, quel est l'intérêt de pouvoir monter cette stratégie si on est innocent? Il suffit juste de dire la vérité, quand bien même on a un emploi du temps
pas trop arrêté et qu'il est un peu fluctuant. En tout état de cause, si on n'a que la vérité à dire, on n'a pas besoin de soudoyer un tiers pour construire un alibi de toute pièce. Alors, vous me dites le père n'est pas surpris par le verdict, mais vous qui êtes du métier, est-ce que vous n'avez pas senti monter pendant ce procès l'idée qu'il était impossible de condamner Seridi ? Le professionnel que je suis, effectivement, avait cette crainte dès le début. Et d'ailleurs, c'est effectivement donc sur appel d'une ordonnance de non-lieu que la Chambre de l'instruction a été amenée à statuer. Oui. C'est moi-même qui avais fait d'ailleurs le recours. Et donc la Chambre de l'instruction avait repris certains arguments de l'ordonnance de première instance, mais je pense qu'il était nécessaire qu'une cour d'assises se prononce. Oui. Ce n'est pas un juge d'instruction dans le secret de son cabinet qui peut, je pense, mettre un terme à un tel crime, et il faut qu'une cour d'assises le dise. Ça fait partie aussi d'une grande démocratie que ce soit des jurés populaires qui puissent prononcer un acquittement. C'est ce qui s'est passé. Puisqu'on parle du juge d'instruction, c'est quand même lui qui apporte le coup fatal à la culpabilité de Seridi, puisque il vient dire ce dossier ne tient pas, je le dis depuis le début. Incontestablement. Ça a été un élément extrêmement fort du procès, où effectivement c'est déjà quand même très rare qu'un juge d'instruction puisse donc à la barre être cité par à la barre pour pouvoir s'expliquer. C'est quand même une démarche qui n'est pas fréquente, et le juge d'instruction a explicitement confirmé et remotivé l'ordonnance de non-lieu qu'il avait rendue, estimant qu'effectivement il n'y avait pas suffisamment de charges contre Abdelaziz Seridi, et qu'il fallait donc bien évidemment ne pas prononcer de culpabilité à son encontre. C'est pas ce qu'il a été dit, mais enfin son message était extrêmement clair sur le faisceau d'indices concordants qui devaient exister et qui en l'espèce n'existaient pas. Et vous l'interrogez, je suppose, ce juge d'instruction, il est en train de jouer une partie qui ne vous est pas favorable. Bien sûr, et c'était pour les parties civiles une épreuve difficilement soutenable qu'un professionnel du droit puisse ainsi aller contre leur propre douleur. C'est comme ça que ça a été ressenti. Et ça a été ressenti extrêmement vivement. L'intervention du juge d'instruction a été quand même vraiment un coup de poignard dans leurs blessures. C'est absolument une évidence. Mais c'est ainsi, et je dois dire que au-delà de l'émotion qui a été créée, il faut aussi que justice passe. Donc une audience, c'est pas nécessairement pour faire plaisir à une des parties. C'est un débat contradictoire. Tous les échanges doivent avoir lieu. Et dans le cadre de la recherche de la vérité, avoir demandé au juge d'instruction donc de déposer c'est rare, partie d'une bonne justice. Oui, c'est rare. C'est une bonne justice, mais c'est très rare que les juges d'instruction viennent au procès d'assises. Autant les enquêteurs, gendarmes ou policiers sont là, mais les juges d'instruction... C'est l'usage. Ouais. C'est l'usage pour les enquêteurs. Alors, autant le juge d'instruction vient dire à la barre pendant le procès que il sait que son dossier tient pas et que il n'a rien contre, au fond, l'acquittement de Seridi. Autant le procureur de la République qui se bat contre son non-lieu et l'avocat général qui vient réclamer 20 ans de réclusion criminelle, eux, ils bougent pas. Ils doutent pas. Bougent pas. Effectivement, c'est... Comment vous êtes c'est la logique de la procédure d'aller effectivement jusqu'au bout de la démarche qui a été engagée, parce que l'intime conviction du parquet, et la mienne d'ailleurs au moment du procès, était bien sûr la culpabilité de Seridi. Il était pour M. Didier Charron inenvisageable que celui-ci soit acquitté, même si on a bien compris qu'au fur et à mesure de l'avancée des débats se profilait cette décision. Mais en tout état de cause, il est tout à fait choquant que quelqu'un qui n'ait rien à se reprocher puisse avoir un discours aussi changeant dans un contexte amical extrêmement curieux, et qui ne soit pas capable, quelques mois après les faits, de retracer un parcours, une chronologie qui est, somme doute, très facile à reconstituer. Donc, ce qui était extrêmement déroutant. L'autre problème, c'est effectivement le fait qu'on ait retrouvé son ADN au cœur des liens. Donc même si on peut avoir des relations intimes et que la tache de sperme au bas du pantalon de Jennifer Charron aurait pu être un élément qui n'était pas suffisamment probant compte tenu du lavage de la machine, mais il y a quand même son ADN au cœur des liens. Mais il n'y a pas que ça, si on réfléchit bien. Il y a aussi la basket. Alors, c'est vrai qu'une basket Nike de taille 43, beaucoup d'ados ont cette pointure, et que... Mais enfin, elle est quand même là. Elle est là. Et puis, ils se sont vus avec Mendes le jour du crime. Oui.
Exactement, ils sont vus avec Mendes le jour du crime, mais il y a eu tout un faisceau d'indices qui, en tout cas, méritait un procès d'assises et qui ne pourra pas enlever l'intime conviction de M. Didier Charon, c'est absolument incontestable. Le mobile, moi c'est ça qui me... On voit bien, donc c'est évidemment une souffrance pour la famille de ne pas avoir d'explication ni de coupable à l'issue de tout cela, mais il y a une question qui reste en l'air, c'est le mobile de ce meurtre de Jennifer Charon. Le plus étonnant, c'est qu'elle n'ait pas été violée, parce qu'on ne voit pas bien quel autre mobile il y aurait à tuer cette fille. Le mobile sexuel est évident. Je pense que Mendes donc avait voulu faire tout un parcours sexuel avec elle lorsqu'il l'a rencontrée, lorsqu'il l'a emmenée ensuite vers la Palmyre, puis ramenée vers Saint-Sulpice de Royan. Sa position au moment du décès montre que son crâne a été fracassé, non pas à terre, mais à une hauteur de 80 cm environ. Et on pense évidemment que c'était pour la pratique d'une fellation. Oui. Et elle a dû refuser, et donc ça a dégénéré avec les événements que l'on connaît. Ce qui est étonnant, c'est qu'une telle violence, ligoter donc une personne qui ne le souhaite pas, le faire seul, c'est extrêmement compliqué. Et on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas donc un autre individu qui justement l'aurait assisté, qui peut-être aussi aurait souhaité ces pratiques sexuelles, qui avait été insatisfaite et aurait donc déclenché toute cette colère et cette violence. Mais en tout état de cause, c'est vrai que ligoter quelqu'un seul, c'est une pratique extrêmement compliquée. Oui. Et donc Mendes a toujours nié avoir été présent. Mais c'est vraiment pas l'intime conviction de M. Didier Charon. Oui, la présence de Mendes, on a peu de doute, puisqu'effectivement, les trajets des téléphones portables se recoupent à la minute près. Donc, voilà. C'est compliqué, ça, parce que il est mort. Comment est-ce que vous jouez avec ça, vous, avocat? Il est mort, il ne peut pas y avoir de poursuite, et pourtant, tout le monde pense, à voix basse, que c'est le coupable. Bien sûr, mais juridiquement, il est innocent. Ouais. Et c'est une étape encore extrêmement complexe pour les parties civiles à comprendre, puisque évidemment on ne juge pas un mort, tout le monde l'a bien compris, mais ça restera pour la famille Charon une très grande inconnue, puisqu'on est donc avec sa propre douleur, sans avoir le visage d'un monstre à qui on peut en quelque sorte passer sa colère. Dans leur tête aujourd'hui, si je vais les voir et que je leur dis qui a tué votre fille, ils me répondront Mendes et Seridi. Très vraisemblablement. Ouais. Eux, ils n'ont pas bougé. Parce que j'imagine que vous avez essayé de leur expliquer cette histoire de doute qui profite à l'accusé. C'est vrai que sur Seridi, on manque de preuves. Bien sûr. Bien sûr, mais les débats ont été donc progressifs et donc le verdict était finalement assez attendu. Le dernier jour du procès, on s'est tous regardés, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer si ce n'est autre chose qu'un acquittement. Donc c'était un peu, malheureusement pour eux en tout cas, quelque chose qu'ils avaient anticipé. Mais malgré tout, c'est quand même extrêmement dur pour quelqu'un qui a vu sa fille grandir, qui l'a élevée. Je pense aussi beaucoup à la compagne de M. Didier Charon, Isabelle Hughes, qui effectivement a été toujours à ses côtés, qui a été au moment de l'adolescence un peu difficile de Jennifer Charon, qui était toujours présente, de voir que finalement affaire classée, c'est quelque chose qui est inadmissible et en tout cas qui n'est pas supportable pour elle et pour Didier Charon et sa compagne. Il n'y a pas eu de tentative de relancer l'enquête puisqu'on n'a pas de coupable. On n'a pas de coupable. Il y a eu chez M. Didier Charon et Mme Isabelle Hughes un investissement colossal dans cette affaire. Ils ont été véritablement des partenaires assidus des enquêteurs. Ils ont été vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Même d'ailleurs dans des démarches un petit peu paranormales, si je puis dire, en essayant d'essayer de mieux qu'ils pouvaient. Quand l'enquête ne donnait rien, ils ont essayé eux-mêmes de trouver certains éléments. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que ça a été vraiment une très grande souffrance et une aide permanente des enquêteurs. En tout cas, c'est cette aide qu'ils ont voulu apporter. Merci infiniment d'avoir réveillé tous ces vieux souvenirs, maître Charles-Emmanuel Andro du barreau de La Rochelle. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.